À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte. Et bien sûr, je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de poursuivre les consultations particulières et les auditions publiques sur le projet de loi numéro 28, loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2015-2016. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Il n'y a aucun remplacement, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, on s'excuse déjà auprès des participants de la compréhension que nous devons faire, considérant le temps à l'Assemblée nationale et les caucus. Ce matin, nous entendrons l'Institut économique de Montréal et M. Camille Bouchard. Cet après-midi, nous recevrons Mme Mélanie Bourque et l'équipe de recherche qualitative et éducative des services de garde et de la petite enfance. Donc, sans plus tarder, j'invite l'Institut économique de Montréal à faire sa présentation. Vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Suivront par la suite les échanges avec les parlementaires. La parole est à vous. Merci. Bonjour à tous. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président de l'Institut économique de Montréal. Je suis en compagnie de mon collègue, M. Yuri Chassin, qui est directeur de la recherche et économiste chez nous. D'abord, je tiens à m'excuser au nom de notre PDG, M. Michel Caligagnon, qui devait faire la présentation ce matin, mais qui a eu une urgence personnelle qui a fait qu'il n'a pas pu être avec nous ce matin. Donc, je le remplace pour cette présentation. Je vais laisser la parole à mon collègue Yuri, qui va faire quelques remarques et je reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Merci. Bonjour à tous. Dans le projet de loi 28, il y a évidemment différents aspects. On s'est dit qu'il y avait différents groupes qui allaient se prononcer sur tous ces aspects un peu plus sectoriels et que nous, notre rapport pour vous, en fait, était sans doute davantage sur le cœur du projet de loi, soit l'équilibre budgétaire. On essaie d'avoir une perspective un petit peu plus large, peut-être. Dans notre mémoire, on parle d'un certain nombre de volets plus précis du projet de loi, un certain nombre d'articles plus définis. Mais somme toute, on veut parler d'équilibre budgétaire parce que ça nous semble important. Donc, d'abord, on se réjouit que l'objectif de revenir à l'équilibre budgétaire l'an prochain soit confirmé. Ça nous semble incontournable, hein, 5 ans après la récession, après un report du gouvernement précédent de 2 ans, donc déjà, ça nous semble incontournable. Par contre, il y a un défi plus important. Disons, l'état des finances publiques est peut-être moins bon que ce que beaucoup perçoivent sur la place publique, ne serait-ce que parce que le déficit, il n'est plus que structurel, n'est plus que conjoncturel, il est maintenant structurel. Et donc, ça signifie qu'il faut avoir une réflexion à plus long terme. Le vrai défi, finalement, des finances publiques, c'est de conserver l'équilibre budgétaire pour les 10 prochaines années et pas seulement d'y revenir l'an prochain. Évidemment, il y a différentes approches pour revenir à l'équilibre budgétaire et on pense qu'il est bon de réfléchir à ce qu'on aurait fait si on avait connu la situation présente il y a 10 ans. On a fait cet exercice-là à l'Institut économique de Montréal pour illustrer, dans le fond, qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre du passé. C'est un exercice tout simple, c'est une hypothèse toute bête. Si, il y a 10 ans, le gouvernement, donc entre 2003-2004 et 2013-2014, le gouvernement avait permis une hausse des dépenses publiques, donc une hausse des dépenses publiques, selon la croissance du PIB, selon la croissance économique. Donc, on augmente les dépenses année après année, mais à un rythme qui est soutenable à long terme. Le résultat, c'est qu'en 2013-2014, on a connu un surplus de 15 milliards de dollars. Et donc, sur seulement 10 ans, ça aurait fait une différence immense. On vient, dans le fond, vous suggérer que dans le cadre du débat des finances publiques, il faut aussi penser à long terme pour éviter que dans 10 ans, on se retrouve dans une autre commission parlementaire à faire le même débat. Évidemment, pour réussir à équilibrer les finances publiques, on est, nous, d'avis qu'il n'y a plus de place pour augmenter le fardeau fiscal. Et parce qu'essentiellement, dans le fond, le problème du déficit actuel n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de dépenses.
Pourquoi ce n'est pas un problème de revenus? En fait, il y a déjà eu des hausses de revenus. Donc, les recettes de l'État ont augmenté suite à des hausses d'impôts des particuliers, à des hausses d'impôts des entreprises, à une contribution santé additionnelle, à des droits, des tarifs qui ont augmenté, notamment les garderies, dont vous allez entendre parler, et les dernières mesures du budget de juin dernier aussi, qui continuent à aller en chercher davantage. Par ailleurs, quand on regarde ce qu'on nous avait finalement établi comme plan quand on a connu le déficit, le plan originel pour revenir à l'équilibre budgétaire, c'était que l'État allait faire 62 % de l'effort et que les contribuables, on allait leur demander leur contribution pour 38 % de l'écart entre les revenus et les dépenses. Il y a eu ce qui était prévu et il y a eu ce qui s'est réellement passé. Dans notre mémoire, vous allez voir un graphique, en fait, de courbe des revenus et des dépenses. Et vous allez voir qu'en pointillé, on a ce qui était prévu. Donc, comment on allait contrôler la hausse des dépenses, comment on allait faire augmenter les revenus. En vert, vous voyez que les revenus, ils ont augmenté. On a été effectivement en chercher davantage dans la poche du contribuable. Quant aux dépenses, elles ont augmenté beaucoup plus vite que ce qu'on anticipait. En fait, elles ont augmenté exactement à quelques millions de dollars près. Elles ont augmenté exactement comme s'il n'y avait pas eu de plan de redressement. C'est vraiment fascinant. Donc, il s'agit maintenant de regarder du côté des dépenses pour faire un effort supplémentaire. Maintenant, plusieurs disent « Non, mais on voit déjà des efforts du côté des dépenses ». Je pense qu'il faut reconnaître que oui. Le gouvernement actuel semble bien contrôler la croissance des dépenses. Ça mérite d'être salué parce que c'est assez rare. Donc, il semble que c'est pour l'instant bien engagé. L'an prochain va être un exercice particulièrement crucial à ce regard-ci. Donc, est-ce qu'on va pouvoir vraiment contrôler la croissance des dépenses, notamment des dépenses du programme, autant qu'on le dit, d'avoir une si petite augmentation, on le souhaite. Certains voient même dans la situation présente un cas d'austérité. Donc, il y a un sens économique à l'austérité. C'est des diminutions concrètes de dépenses sur un plan global. Donc, c'est possible de vérifier dans les documents budgétaires si c'est le cas. Ce n'est pas le cas. Les dépenses, elles augmentent année après année, moins rapidement que certains le voudraient, mais ça, c'est toujours le cas. Donc, on ne peut certainement pas décrire la situation actuelle comme de l'austérité. Il y a certains ministères, certains organismes qui subissent des baisses de leur financement et d'autres, au contraire, subissent des hausses. On appelle ça prioriser, ce n'est pas de l'austérité. En fait, la réaction à laquelle on assiste, c'est peut-être une réaction d'hystérité, mais il n'y a pas d'austérité dans les finances publiques. Évidemment, le portrait général, je pense qu'il est relativement clair. On essaie d'inciter aussi une réflexion à plus long terme qui est peut-être pas porteuse de résultats immédiats, mais qui va peut-être changer les façons de faire. C'est ce qu'on appelle faire les choses autrement. Et mon collègue va vous donner quelques exemples de cette approche. Merci, Yuri. En fait, oui, faire les choses autrement, on entend souvent ça. C'est pas juste un buzzword, comme on dit, mais nous, on a quelques exemples qu'on veut vous présenter ici ce matin pour illustrer que c'est possible. Actuellement, dans le débat, souvent, c'est soit on coupe ou ça coûte plus cher. Alors, nous, on trouve que c'est important de maintenir les services, mais de les livrer d'une façon différente. Le ministre Letao avait affirmé il y a quelque temps vouloir maintenir les services, mais que ceux-ci pourraient être livrés, rendus par des entreprises privées ou encore des organismes communautaires. À notre avis, en fait, c'est la voie à suivre. Le débat sur les finances, c'est pas tant un débat gauche-droite qu'un débat où on veut trouver des solutions pour rendre les services actuels et obtenir les meilleurs résultats. 3 exemples très, très brefs. Premièrement, on a sorti en début d'année une note économique sur les services policiers. Au Québec, les budgets de la Sûreté du Québec et des services policiers municipaux ont explosé. Depuis 25 ans, ça a doublé.
Et là, les réponses du législateur, c'est souvent de vouloir couper des postes et bien sûr, ben ça vient avec une coupure de service. Alors nous, ce qu'on propose, on donne cet exemple-là pour illustrer notre propos. Ce qu'on propose notamment, c'est de complémenter le travail des policiers avec l'ajout de civils bien formés ou encore d'entreprises privées de sécurité, c'est-à-dire de libérer les policiers des tâches administratives qu'ils doivent accomplir à chaque jour. On estime que c'est près de 40% des tâches que les policiers effectuent au quotidien qui sont des tâches administratives qui pourraient être données à des civils bien formés ou à des agents de sécurité privés. Ça permettrait de sauver des coûts, notamment sur la masse salariale. Et ça rendrait le service beaucoup plus efficace puisque les policiers seraient davantage sur le terrain à faire les tâches pour lesquelles ils ont reçu une formation exceptionnelle. Notamment, on pense aussi en éducation où c'est possible de faire les choses autrement. On le voit, les élections scolaires sont presque ignorées. Les réformes sont critiquées. Le taux de décrochage des garçons est très élevé. Et c'est possible de faire autrement et de rendre les écoles plus autonomes. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir cette structure qui alourdit un peu le système, les ressources allouées à l'éducation seraient directement remises au niveau des écoles. On le voit que ça se fait en Suède, notamment, et on remarque que ça a vraiment stimulé l'innovation scolaire. En conclusion, s'il vous plaît, parce que le temps est... Ben oui, en conclusion, donc, nous, ce qu'on propose, c'est, on invite le gouvernement à faire les choses autrement, continuer à livrer les services, mais de simplement de rendre ces services-là avec le souci d'obtenir de meilleurs résultats dans le contexte budgétaire actuel. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, la parole est à vous pour un premier bloc d'échange. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Et j'apprécie beaucoup vos commentaires. C'est un peu rafraîchissant. Nous avons entendu beaucoup de groupes. C'est votre opinion diffère de ce qu'on a entendu avant. Et je dois vous dire que c'est beaucoup plus proche de ce que moi je pense. Donc, de ce côté-là, Monsieur le Président, on finit en beauté, on dirait. Maintenant... L'important, Monsieur le ministre, c'est que tous les groupes puissent s'exprimer en commission. Absolument. Maintenant, il y a... on n'a pas... Combien de temps nous avons? Vous avez 10 minutes. 10 minutes, ouais, OK. 10 minutes passées. Bon. On va commencer par la fin. Vous parliez des trois sujets, trois exemples de faire les choses différemment. Vous n'avez pas eu le temps d'arriver à la troisième. Alors, si vous pourriez y aller. Ça concerne la santé. En fait, c'est presque la moitié du budget du gouvernement, santé, services sociaux. Alors, il y a possibilité de faire les choses autrement aussi en santé. Nous, on pense par exemple à l'assurance maladie duplicative, l'assurance maladie privée duplicative, qui assure les mêmes traitements que l'assurance publique, mais qui permet d'être soigné au privé. Ça n'existe pas au Québec et pourtant, tous les pays, à ma connaissance de l'OCDE, ont ce genre d'assurance privée duplicative qui permet aux gens d'aller se faire soigner au privé sans enlever aucune ressource au réseau public. Ça, c'est important de le mentionner. Et les effets positifs, on les aperçoit notamment dans les travaux qu'on a faits au Danemark. Il y a eu une réduction de 10% de l'utilisation des services hospitaliers publics. On voit bien que ce genre de mesures-là, donc, pour ceux qui le souhaitent, ça leur permet d'avoir accès à des services et ça désengorge en quelque sorte le réseau public. Et la présence d'assurances duplicatives, notamment au Danemark, n'a pas érodé les ressources du système public. Donc, en fait, ça ajoute des ressources. Il y a plus de ressources en santé sans que le gouvernement ait lui-même à débourser davantage pour financer les soins. Alors, c'est le genre de mesure, quand on dit faire les choses autrement, on livre les mêmes services à la population, mais on les organise de façon différente. M. Chassin. Et si je peux me permettre un petit ajout, tous ces exemples-là, finalement, ne sont pas des mesures d'économie. Il n'y a pas d'argent
que le gouvernement libère, mais dans une perspective de long terme, c'est drôlement intéressant d'y penser parce qu'on évite finalement, en augmentant la qualité des services, l'espèce de sempiternelle chanson qu'on entend de plusieurs qui réclament à chaque fois que le service public finalement n'est pas de qualité ou n'est pas suffisamment, ne donne pas de suffisamment bons résultats, on réclame davantage de ressources. Et je pense qu'il y a cette espèce de pression constante sur les finances publiques qu'on évite en ayant la possibilité de faire les choses autrement et d'avoir de meilleurs résultats dans les services publics. Merci. Monsieur le ministre. Merci. Maintenant, M. Chassin, j'aimerais vous amener un peu sur on a parlé de l'équilibre budgétaire. Nous sommes à la veille. Le budget aura lieu bientôt, donc on pourra se rendre compte qu'en effet, en 15-16, on va arriver à l'équilibre. Et comme nous savons tous, au Québec, c'est après contribution au Fonds des générations. Alors, j'aimerais vous entendre sur deux choses. D'abord, la pertinence ou pas. Quelle est votre opinion du Fonds des générations, l'existence de ce fonds-là et des contributions qu'on y fait? Et puis, deuxièmement, des enjeux à long terme. Vous avez mentionné que, bon, OK, très bien, vous allez arriver à l'équilibre budgétaire, bon, parfait. Mais il faut s'assurer qu'on le maintient, cet équilibre-là, dans les années à venir. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme sujet structurel de long terme? Monsieur Chassin. Défi de long terme, plutôt. Merci. Pour le Fonds des générations, je pense que c'est tout à fait pertinent comme mécanique de discipline que le gouvernement, dans le fond, dont le gouvernement se dote. Hein. Ça a commencé, dans le fond, ça a commencé modestement, le Fonds des générations. Et plus ça va, plus on constate qu'il s'agit d'un outil intéressant qui n'empêche pas la dette d'augmenter constamment. Cependant, ça donne une certaine discipline au gouvernement qui, une fois à l'équilibre budgétaire, continue de mettre de l'argent en réserve et de dédier, je pense que ça c'est la clé, de dédier certains revenus à assurer une meilleure santé financière pour l'avenir. Donc, ça touche justement des enjeux de long terme. Je pense qu'en termes d'enjeux de long terme, le premier auquel on pense, c'est que là, on n'est pas dans une croissance économique phénoménale, mais on n'est pas en récession. Il y a de la croissance économique. Est-ce qu'on est capable de revenir à l'équilibre budgétaire quand il y a une croissance économique? Je pense que vraiment, si on n'est pas capable, il y a vraiment un problème particulier. Évidemment, ça veut dire aussi qu'on sait qu'éventuellement, parce que c'est cyclique, l'activité économique va ralentir, voire décliner. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, souhaitons-nous qu'on ait le temps, mais à tout le moins, commençons tout de suite à préparer ce long terme. Donc, non seulement en arrivant à l'objectif du déficit zéro, mais en s'assurant de le maintenir pour longtemps. Éventuellement, je rajouterais aussi en considérant des surplus qui vont permettre, et là, c'est le parti qui forme le gouvernement qui s'y est engagé, qui vont permettre pour moitié de diminuer l'endettement et pour moitié de diminuer le fardeau fiscal des particuliers. Merci. Monsieur le ministre. Vous pouvez aller, les collègues, allez-y, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, Madame la députée, une question. Il y a votre collègue par la suite de Laval-des-Rapides. J'ai une question très rapide. Merci beaucoup d'être présent. Bienvenue. Mémoire et présentation très intéressant. Moi, j'aimerais poser une question sur un élément qu'on retrouve à la page 9 de votre mémoire. Vous dites que seulement 22,8% des immigrants investisseurs arrivés de 2003 à 2012 sont encore présents au Québec en 2014. Et quand, pour l'ensemble des catégories des migrants, ce taux de rétention s'élève plutôt à 72,3%. Est-ce que vous avez une explication pour cela? Monsieur Chasson? Ce n'est pas simple. En fait, ce serait intéressant d'essayer d'en avoir une, mais ce n'est pas simple. Évidemment, nous, on le mentionne parce que dans le cadre du projet de loi, on augmente de 5 000 $, donc de 50 % les frais d'études des dossiers des immigrants investisseurs. Est-ce que ça n'aura pas l'effet pervers de rendre plus difficile, finalement, l'attraction d'immigrants investisseurs qu'on a déjà la difficulté à conserver quand ils sont ici? On se pose la question. Monsieur le député, mais on n'a pas de réponse, par contre, là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais inviter nos invités à peut-être nous donner un peu leur explication, leur vision. Ici, on a reçu différents groupes, comme vous avez pu le voir, Monsieur le Président, notamment hier, qui sont venus nous expliquer pourquoi la situation économique du Québec et des finances publiques n'était pas aussi alarmante que les chiffres le démontrent, notamment
un groupe est venu nous expliquer que selon la moyenne de l'OCDE au niveau de l'endettement, quand on se compare face à des pays comme la France, l'Angleterre, etc., que le Québec n'est pas si mal placé et que sa situation d'endettement n'est pas si alarmiste et si excellente. Quelle est votre position ou votre perception de la situation de l'endettement du Québec, M. Chassin? Monsieur Chassin? C'est qu'elle est alarmante, absolument. En fait, le Mouvement Desjardins a déjà écrit une note pour expliquer comment c'était préoccupant. Par ailleurs, c'est aussi dans un contexte particulier, donc où on a une croissance de l'économie du Québec qui est relativement faible, une croissance de la productivité qui est relativement faible, un vieillissement de la population aussi. Ce contexte-là rend l'endettement plus impressionnant qu'il ne le serait dans une autre société avec une autre structure. Par ailleurs, la question... Est-ce que c'est vraiment intéressant de réduire l'endettement? Est-ce que c'est vraiment préoccupant? Il faut y mettre des efforts. Elle se résume à, veut-on continuer à payer 11, 12, 13 milliards de dollars par année d'intérêt? Je pense qu'elle est là la question. Oui, une courte réponse. Oui. Et j'ajouterais à ça, c'est que se comparer, c'est bien, ça alimente la réflexion, mais de savoir que la France est plus ou moins endettée que nous, ça ne change pas la réalité des choses, à savoir que nous, on a un défi propre au Québec au niveau des finances publiques, que le Portugal ou que l'Italie soient en plus mauvais état. Ça ne change pas la donne ici au Québec. Et nous, notre présentation ce matin, c'est pour montrer que le panier de services qu'on offre aux Québécois, on peut le rendre de façon beaucoup plus efficace avec un meilleur contrôle des coûts. Et cette façon de faire-là, nous, ce qu'on appelle de faire les choses autrement, c'est-à-dire de compléter ces services-là avec l'ajout d'entreprises privées, d'entreprises communautaires, de rendre les services différemment pour que, justement, on ait un meilleur contrôle des coûts et que ces services-là soient rendus de manière plus efficace. Merci, Monsieur le député de Rousseau. Oui, merci, M. le Président, M. Guenette, M. Chassin. Merci pour votre mémoire, votre présentation. Très rapidement, peut-être, on va séparer notre temps. Je vais faire une première question, puis je vais demander aux collègues d'y aller par la suite. Sur la hausse des tarifs de garde, la modulation, juste comprendre le sens que vous donnez au mot efficacité quand vous dites que l'abandon de l'universalité insufflera un peu plus d'efficacité dans ce programme. Donc, on laisse de côté les considérations de justice économique puis d'équité. On sent strictement l'efficacité, ce qui est plus à même d'amener de la croissance économique ou qui est plus simple. Alors, moi, l'universalité, de mon point de vue, en tout cas, c'est plus simple que la modulation. Puis, au plan de l'efficacité économique, il est assez clair que une fiscalité qui augmente avec le revenu va freiner l'accès au marché du travail. D'ailleurs, pour prendre un langage que vous connaissez sûrement, l'élasticité de l'offre de travail des femmes conjointes avec enfants est réputée être plus importante que celle de quiconque. Et donc, on a vraiment une situation où on pourrait voir des femmes quitter le marché du travail. Alors, j'essaie de voir de quelle manière vous utilisez le mot efficacité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur Chassin? C'est peut-être pas l'efficacité économique comme on l'a dans nos cours, par exemple, et dans nos classes et nos facultés. C'est davantage l'efficacité en termes d'atteinte de résultats. Donc, si on cherche à atteindre un résultat bien précis, et on peut définir toutes sortes de résultats, mais dans ce cas-ci, il y a la participation des femmes sur le marché du travail et, dans le fond, les services de garde avec programme éducatif, donc pour notamment les gens des milieux les moins nantis. En termes d'efficacité, si on cible l'aide, c'est plus efficace, donc ça demande moins de ressources pour atteindre les résultats que si on donne de l'aide, donc une subvention pour les places à tout le monde. C'est dans ces termes-là, finalement, que l'efficacité, elle est plus grande dans un modèle qui n'est pas universel. Évidemment, en termes d'efficacité économique, je pense que ça rejoint aussi cette conception-là de cibler, pour avoir des résultats, cibler les ressources sur ceux où la décision est peut-être plus sensible, plus élastique. Donc, par exemple, les gens qui ont des moins gros revenus. Évidemment, ça peut être dépareillé ou très différent entre le conjoint et sa conjointe dans une famille classique, mais je pense que c'est de moins en moins le cas.
Et il y a des femmes qui ont de très forts salaires et qui retourneraient travailler même avec une subvention diminuée ou pas de subvention du tout. Merci. Monsieur le député. Oui, regardez, je vous remercie de votre réponse, mais le peu de temps m'amène à vous demander de céder la parole à mon collègue de Gaspé. Monsieur le député de Gaspé. Merci. Bonjour, messieurs. J'aimerais vous entendre un peu. J'ai regardé votre site, puis lu un peu sur votre mémoire et ce que vous nous avez présenté. Dans vos domaines de recherche, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre vision comme organisation. Je vois très peu de littérature, très peu d'éléments de recherche sur la question des régions. On sait que le Québec ne se limite pas à Montréal. Donc, est-ce que vous avez une vision comme organisme en ce qui a trait à l'ensemble du Québec, notamment les régions, l'occupation du territoire, des concepts comme ça? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Puis dans le contexte actuel de coupure, si vous ne voulez pas utiliser le terme mesure d'austérité, on va parler de coupure majeure pour les régions. Quels sont, selon vous, les impacts réels ou virtuels de ces coupures-là sur les régions? Est-ce que vous êtes penché là-dessus? Monsieur Guénette. Bien candidement, non, on ne s'est pas penché sur cette question-là. Les travaux de l'Institut touchent principalement, je dirais, 4 ou 5 grandes catégories, énergie, ressources naturelles, santé, éducation, fiscalité. Et la question des régions n'a pas fait l'objet chez nous de travaux poussés. Et donc, je suis mal placé ici pour apporter des éléments de réponse sur ce dossier-là en particulier, puisque moi-même, je n'ai pas abordé cette question-là dans le cadre de nos travaux. Là. Merci. Monsieur le député de Gaspé. Dans les différents sujets que vous abordez dans vos domaines de recherche, on voit l'environnement, on voit la politique énergétique notamment, les services comme la santé, l'éducation, qui sont des secteurs ou des domaines extrêmement importants, qui sont intersectoriels, qui touchent l'ensemble du Québec. Est-ce que dans les analyses, je voyais entre autres un élément d'analyse qui touche le volet énergétique, puis principalement l'éolien. Vous abordez l'éolien avec une vision qui diffère un peu de celle que je peux avoir comme défenseur des intérêts des régions, mais est-ce que dans vos analyses, ne serait-il pas bon peut-être d'ajouter ou d'inclure dans le futur l'impact, je reviens un peu à ma question de base, l'impact de vos travaux sur l'ensemble du territoire québécois? Parce qu'on voit que c'est une vision qui est un petit peu, peut-être, je dirais, sans dire montréalaise, peut-être dire urbaine, hein? Puis c'est correct, là, je pense qu'il y a des organismes qui doivent se macro, oui, peut-être à certains égards, mais vous avez quand même plusieurs travaux de recherche, là, puis des éléments qui sont relativement intéressants, mais je vous inviterais peut-être à analyser l'ensemble de vos champs d'intérêt sous un angle plus global. Je pense que tout le monde serait gagnant. Vous avez une vision qui est la vôtre et on doit la respecter, on doit en tenir compte. Mais je ne sais pas si ce serait possible pour vous, peut-être, dans le futur, d'évaluer aussi ces différents champs d'intérêt-là, mais avec une vision un peu plus, globale pour couvrir l'ensemble des dimensions que reflète le Québec, autant rural que urbain. Ça serait intéressant, je crois. Merci beaucoup de la suggestion. En effet, ce serait très intéressant. Mon collègue a travaillé sur des enjeux énergétiques, notamment en ce qui a trait à l'éolien. Donc, déjà, on a abordé ces enjeux-là de différentes façons. Mais vous avez raison, il y a un aspect régional qui n'apparaît pas dans notre catalogue, si je peux dire. Et puis... Monsieur le député Granby. Merci, M. le Président. Messieurs, bienvenue. On a peu de temps, puis il y a une statistique qui m'interpelle à la page 9 de votre mémoire. Bon, vous soulevez le danger des effets pervers que peut illustrer, dans le cas des immigrants investisseurs, le fait que dans la loi, on augmenterait donc de 5 000 l'examen de leur demande de certificat de sélection dans le projet de loi 28. Et on sait, bon, c'est un combat, hein, on va attirer les immigrants à gauche et à droite, indice de natalité qui est dans la moyenne de l'Occident, mais pas assez haut pour combler le choc démographique que nous vivons aujourd'hui au Québec. Vous dites seulement 23 des immigrants investisseurs arrivés entre 2003 et 2012 sont encore présents au Québec en 2014. C'est quand même majeur comme statistique. Qu'est-ce que vous expliquez ça? Comment que ces immigrants, à hauteur de 23, aient décidé de rester ici, puis que le reste ait décidé de dire, on quitte, on retourne dans notre pays ou peut-être dans les provinces avoisinantes du Canada? Là. Monsieur Chassin. Ça va me permettre de répondre un peu plus longuement que je l'ai fait tantôt, mais essentiellement,
Donc, c'est des statistiques qui proviennent du ministère de l'Immigration. Hein. Donc, évidemment, nous, on a pris ces données-là et c'est remarquable parce que par rapport à l'ensemble des catégories d'immigrants, il y a une catégorie où c'est nettement plus bas et c'est celle-là, c'est les immigrants investisseurs. Évidemment, c'est une catégorie d'immigrants très mobile. Peut-être que c'est normal qu'ils soient sous la moyenne. Aussi bas, par contre, je pense que c'est révélateur. Il y a quelque chose là. Mais de quoi, pourquoi bouge-t-il? Il n'y a pas, à ma connaissance, de données qui ont été produites là-dessus. Donc, il n'y a pas de sondages qui ont été réalisés. Est-ce que ces immigrants-là bougent beaucoup à travers le monde? Est-ce qu'ils bougent à travers les provinces canadiennes? Est-ce qu'ils font le choix du Québec dans un premier temps pour un programme qui est accessible, puis après, finalement, se trouvent à se dire, bien, il y a peut-être d'autres provinces qui sont plus accueillantes pour le type d'entreprise que j'aimerais mettre sur pied ou le type d'affaires que j'aimerais développer. C'est des questions qu'il faudrait leur poser à eux et j'encourage en fait le gouvernement à y penser parce que clairement, il y a là quelque chose de symptomatique. Député Granby. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que 5 000 $ de plus va les empêcher de questionner à savoir est-ce que le Québec est une bonne terre d'accueil? Vous n'avez pas nécessairement de statistiques, puis est-ce que ce pourcentage est similaire ailleurs au Canada? Est-ce que là-dessus, vous avez des informations ou je n'ai pas lu le document que vous avez énuméré là, sur le ministère de l'Immigration? M. Chassin. Je n'en ai pas. Ce que j'ai entendu, et là, je ne suis pas un expert en immigration, donc je vais être très, très transparent, je ne suis pas un expert, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'au contraire, les autres provinces mettent de plus en plus sur pied des programmes comparables où on essaie d'attirer davantage les immigrants investisseurs par rapport à ce qui se fait au Québec. Donc, on avait une longueur d'avance, on est en train de la perdre. Est-ce que, dans le fond, ce 5 000 $-là va aider? Certainement pas. Est-ce que ça va être hyper décourageant? Peut-être pas, mais ça ne va pas dans la bonne direction. Dans une politique d'immigration que le gouvernement est en train de statuer, de mettre en place, j'invite le ministre des Finances à discuter avec sa ministre de l'Immigration. Je pense que c'est une question qui se pose nécessairement. Dernière question, à la page 7, là, vous parlez dans le cadre des négociations de conventions collectives. Il serait intéressant de lier la rémunération des employés du secteur public à la taille des effectifs. Vous énumérer un peu, puis on termine là-dessus. M. Chassin. C'est une idée intéressante, relativement simple. Quand on réduit les effectifs dans la fonction publique, ça veut dire qu'on demande à ceux qui restent là, soit de prendre davantage de tâches, soit d'être plus productifs. On fait des efforts dans ce sens-là. Dans tous les cas, ça pourrait être intéressant de se dire, bien, on va rémunérer davantage ceux qui restent en utilisant une partie des économies faites à même la réduction d'effectifs. Autrement dit, on intéresse la fonction publique et éventuellement le secteur public à faire les choses de façon plus efficace pour finalement avoir davantage d'augmentation de salaire eux-mêmes à travers une réduction d'effectifs. Alors, c'est simplement d'avoir, idéalement, hein, comme économiste, c'est ça qu'on cherche, les bons incitatifs aux bons endroits pour que tout le monde soit intéressé à aller dans le même sens. Merci aux représentants de l'Institut économique de Montréal, M. Jasmin Guenette, M. Yuri Chassin. Merci de votre participation à la Commission des finances publiques. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre au groupe représenté par M. Camille Bouchard de prendre place.